Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, on va commencer par un point sécuritaire à propos de ce qui se passe actuellement au sud Liban. Oui, effectivement, Ilana, nous sommes au 6e jour du cessez-le-feu imposé par le président américain Donald Trump. Mais il s'agit là, il faut bien l'avouer, d'un cessez-le-feu factice puisque depuis le début de la semaine, le Hezbollah le viole au quotidien. Hier, Israël a enregistré pas moins de 4 violations de ce cessez-le-feu provoquées par des tirs de drones offensifs ou de roquettes en direction des forces israéliennes qui sont stationnées dans la zone de sécurité. Il faut souligner que Tsahal ne réagit pas à ces violations du cessez-le-feu et se soumet ainsi aux ordres du président américain. Et puis aujourd'hui se tiendra à Washington le second cycle de pourparlers directs entre Israël et le Liban. Oui, il s'agit de ce dialogue discret entre les ambassadeurs des deux pays aux États-Unis, Yehiel Lerter et Nadia Awad. Mais une constatation s'impose, le président américain Donald Trump n'est toujours pas parvenu à organiser la fameuse rencontre au sommet entre le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre Benjamin Netanyahou, dont le président Trump parlait la semaine dernière. C'est Aoun qui est réticent et qui a même refusé de dialoguer au téléphone avec Benjamin Netanyahou, probablement de crainte de subir les représailles de la part du Hezbollah. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que l'Iran ne pourra jamais se doter d'une bombe atomique qui menacerait en tout cas les États-Unis et ses alliés. Téhéran, a-t-elle dit, doit absolument remettre l'uranium enrichi dont elle dispose. Cet uranium se trouve enfoui profondément sous terre grâce au bombardement durant l'opération en juin dernier. Mais le président Trump exige que les Iraniens remettent cet uranium. Leavitt a également déclaré que s'il n'y avait pas encore d'accord entre les États-Unis et l'Iran, eh bien c'était en raison des profondes divergences de vues au sein du régime des Mollahs. Selon Leavitt, le président Trump n'a pas fixé de date butoir au cessez-le-feu. Cependant, selon certaines sources, le président aurait dit à Israël que le cessez-le-feu était prolongé jusqu'à dimanche. D'ici là, Donald Trump voudrait conclure un accord global avec les Iraniens. En Israël, on affirme qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'un tel accord puisse être établi d'ici dimanche. Et ceci étant, le Pentagone a publié des estimations sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Le Pentagone considère en effet que la neutralisation des mines marines déposées par les Iraniens dans le détroit d'Ormuz pourrait durer au moins 6 mois. Cette estimation a été faite lors d'un briefing top secret destiné aux membres du Congrès américain. Et l'un des experts américains a affirmé qu'il n'était pas probable qu'une telle opération puisse intervenir avant la fin de la guerre. Et on reparle ce matin de la bande de Gaza avec une tension entre Israël et le Hamas. Oui, le mouvement terroriste accuse Israël de ne pas respecter ses engagements alors que lui prétend avoir rempli les siens. Concernant donc l'accord, la première et la seconde phase de l'accord qui a été signé en septembre dernier, le mouvement terroriste ne semble pas apprécier qu'Israël continue à réclamer le désarmement du Hamas, qui fait partie des exigences israéliennes dans le cadre de ce cessez-le-feu. Parallèlement, côté israélien, on dispose d'informations de plus en plus concrètes sur le renforcement des infrastructures terroristes du Hamas dans la zone qui est sous son contrôle, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de la bande de Gaza. Le Hamas aurait recruté des milliers de candidats terroristes et en Israël, on affirme que si ce développement se poursuit, le mouvement pourra retrouver sa force d'avant le 7 octobre. C'est aujourd'hui que la Cour suprême va débattre par ailleurs des recours réclamant l'ouverture d'une commission d'enquête sur le 7 octobre. Oui, ce ne sont pas moins de 7 juges qui vont débattre de ces recours déposés en particulier par des parents de soldats et de civils qui ont été tués le 7 octobre et qui exigent donc la formation d'une commission d'enquête d'État. Le président du tribunal sera le vice-président de la Cour suprême, le juge Noam Solberg. Quant à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara, elle s'aligne non pas sur le gouvernement mais sur les plaignants. Le débat se déroulera sans public mais il sera diffusé sur une chaîne de télévision. Rappelons que le gouvernement refuse la nomination d'une commission d'enquête d'État parce que la composition d'une telle commission serait confiée au président de la Cour suprême, Yitzhak Amit, qui est considéré comme hostile au gouvernement. Et puis enfin, on va terminer par jeter un ultime coup d'œil sur les festivités du Yom Ha'atzmaut hier. Oui, une journée très chargée en particulier pour le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a accueilli en matinée les 120 soldats et officiers les plus méritants d'Israël et leur a rendu hommage. En après-midi, le président a reçu les souhaits du corps diplomatique. Non loin de là, au théâtre de Jérusalem, s'est tenu en début d'après-midi le traditionnel concours biblique international qui a été remporté par une candidate israélienne. Et puis hier soir, les festivités se sont clôturées par la cérémonie de remise des prix d'Israël. L'un des lauréats cette année était le président américain Donald Trump, qui n'a bien entendu pas pu faire le déplacement en raison de la guerre. Le président Trump s'est vu décerner ce prix d'Israël pour sa contribution exceptionnelle à l'État d'Israël. Il faut souligner que c'est la première fois qu'un chef d'État étranger obtient une telle distinction.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps va être de plus en plus chaud avec du Khamsin à partir de demain sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures pour l'instant sont relativement conformes à la moyenne saisonnière. 22 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et sur le littoral, 25 à Beersheva et 29 à Eilat. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes d'abord vice-président du groupe des Républicains américains en France, c'est-à-dire vous êtes le représentant du parti de Donald Trump en France, l'un des représentants, on va dire comme ça, et vous êtes également président du Mizrahi, membre du consistoire, mais c'est surtout pour parler de Donald Trump qu'on vous a sollicité parce que bien Donald Trump, on l'attendait hier à Jérusalem, on pensait qu'il allait venir, les drapeaux israéliens et américains ont été déployés sur l'autoroute numéro 1 qui conduit de l'aéroport à Jérusalem pour honorer le président américain, mais il n'est pas venu. On comprend pourquoi il n'est pas venu, parce que, eh bien, il y a la guerre. Mais en tout cas, Donald Trump a été, on va dire, même s'il n'était pas présent, on dit comme on dit en hébreu, son esprit était présent puisqu'il a été l'un des lauréats du prix d'Israël. Alors d'abord, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Parce que le prix d'Israël, c'est une distinction assez particulière. Hein. C'est probablement, c'est ce que l'on pourrait appeler le prix Nobel de l'État d'Israël. C'est la première fois qu'il est décerné à une personnalité étrangère. Comment vous accueillez cette décision israélienne? Écoutez, c'est une excellente nouvelle, d'abord pour les relations entre Israël et l'Amérique, parce que tout simplement, Trump est l'un des présidents américains qui a le plus fait pour Israël. En toute sincérité, je pense que si Trump n'avait pas été là en 2026, et on le voit maintenant mois après mois, on n'oublie pas qu'il a débloqué en grande partie la situation à Gaza. La politique de Donald Trump, nous en Israël, on a du mal à la suivre, hein, même si elle est généralement pro-israélienne, mais comment elle est perçue aux États-Unis, en particulier au sein du Parti républicain, et est-ce que finalement le soutien que Donald Trump apporte à Israël depuis le début de la guerre, hein, depuis qu'il a été élu, ce n'est pas une des causes, on va dire, de l'affaiblissement du Parti républicain en perspective justement des mi-termes? Non, je pense que les mi-termes nous diront la réalité politique de terrain. Je pense que les mi-termes ont toujours été un moment difficile pour les présidents en fonction. Et on n'a jamais, voire rarement vu un président en fonction gagner la bataille des mi-termes. Donc ça ne doit pas être forcément un but en soi. Les républicains, depuis longtemps, ont vu leur parti s'affaiblir et ont vu, au début, ont eu du mal à accepter Donald Trump. Aujourd'hui, l'union entre les MAGA républicains fonctionne assez bien, mais c'est vrai que la personnalité de Trump et l'approche et sa façon de faire de la politique internationale peut surprendre chez d'abord certains Américains, d'où les dissensions notamment autour d'Israël qui peut cristalliser les discussions, mais aussi à l'international. Vous parlez il y a quelques minutes, on a du mal à décrypter et comprendre un petit peu comment fonctionne Trump. Oui, Trump, il a son propre fonctionnement à lui-même que seul lui peut-être comprend, mais le job est fait. Et ça, c'est un point très important. C'est une approche complètement différente de ce qu'on a pu voir dans tous les dirigeants de l'Occident jusqu'à présent, mais on peut considérer que ce qu'il propose au niveau de l'international et surtout au niveau Israël est assez intéressant et est assez changeant. Et donc c'est aussi pour ça que Trump réussit et qu'une grande partie, malgré ce que les médias veulent éventuellement nous faire comprendre, qu'une grande partie soutient encore la politique de Trump. Alors, est-ce que, alors on espère bien sûr que Donald Trump viendra en Israël prochainement. Vous comprenez un peu à quoi il joue là exactement, parce que ici on est assez incrédule, on est assez sceptique par rapport à la politique qu'il mène. Certains redoutent même que à un certain moment, eh bien, il rejette la responsabilité d'une guerre dans laquelle il serait enlisé sur Binyamin Netanyahou. Vous croyez que c'est possible ? Non, moi je pense que d'abord, quand on veut nous faire croire que c'est Bibi qui a engagé Trump au Moyen-Orient, oui. C'est Bibi qui se cache derrière Trump, non, ça c'est faux. Je pense qu'il y a une vraie fusion, une vraie entente entre les deux hommes, et ça c'est très bien pour Israël et pour les États-Unis. Ça c'est la première chose qu'il faut comprendre. Ce sont des vrais leaders
qui ont du courage aujourd'hui face à d'autres leaders occidentaux qui n'en ont pas. Et ça, c'est encore une fois de bon augure pour Israël et les États-Unis. Maintenant, comment il faut décrypter Trump? Vous savez, on a face à nous quand même en Iran un pays quand même qui, depuis 47 ans, cultive ce mensonge, cultive ce terrorisme et cultive cette façon de dire on veut soi-disant faire la paix avec vous occidentaux, avec vous américains, mais derrière ils mentent. On a bien vu que sur le programme nucléaire, en 2015, un accord, le JCPOA, avait été signé, que la plupart des pays avaient accepté, dont les États-Unis. Trump est arrivé en 2018, ils l'ont déchiré. On découvre 8 ans après maintenant, grâce au responsable de l'AIEA, responsable du nucléaire, qui dit au final ils ont bien 450 kilos d'uranium et effectivement ça peut faire une bombe. Mais ils n'ont pas construit cet uranium en 8 ans. Et donc les gens ne comprennent pas, et ça c'est très important de l'expliquer, que si aujourd'hui l'Iran est capable de faire ce qu'elle fait militairement, l'Iran est capable d'avoir 450 kilos d'uranium, c'est que depuis très longtemps elle s'y préparait, et que même durant les années où elle voulait faire croire aux Européens notamment, et à Obama, qu'un accord était possible avec eux dans ces conditions-là, leur programme continuait, leur volonté terroriste continuait. Et ça, c'est ce que Trump a dit aujourd'hui. Vous voulez négocier avec moi, alors c'est par la force qu'on va négocier, ou par la dissuasion. Cette première étape qu'il y a eu déjà en juin avec Israël qui a attaqué l'Iran, c'était une première façon de voir, de découvrir ce qui se fait dans la région. Il y a eu une deuxième façon qui a démarré depuis le 28 mars et le 28 février jusqu'à ces derniers jours, et depuis un cessez-le-feu temporaire, pour à nouveau voir et tester les capacités militaires mais diplomatiques. Et dernier point qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, le régime des Mollahs est en grande partie mort et décédé le 28 février. Donc aujourd'hui, l'Iran a des leaders qui sont tantôt pour une position de négociation avec les États-Unis et tantôt contre. Donc eux-mêmes, ils savent même plus où ils habitent, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des images de propagande, qu'on a des messages qui sont contradictoires des Iraniens, notamment sur le détroit d'Ormuz, et ce que Trump essaie de faire, c'est gagner du temps, de les asphyxier économiquement pour qu'ils reviennent à la table des négociations avec une offre enfin pérenne, notamment pour la défense et la protection du territoire israélien. Eh bien, on va voir ce que l'avenir nous réserve concernant Donald Trump. Les échéances sont relativement courtes. On parle de dimanche pour la prolongation du cessez-le-feu. C'est en tout cas ce qu'il aurait affirmé aux autorités israéliennes. On va voir, bien entendu. Merci beaucoup, Yitzhak Bar-Sheshat, de nous avoir éclairé sur la personnalité de Donald Trump, enfin le soutien dont il bénéficie, continue de bénéficier même au sein du parti républicain, dont vous êtes l'un des représentants en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt, Yitzhak. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, après les festivités du Yom HaAtzmaut dont nous allons parler, la réalité du conflit reprend donc le dessus ce matin dans la presse israélienne. Oui, effectivement, Ilana, les quotidiens israéliens et les sites d'information font le point sur le prolongement du cessez-le-feu, sur les risques de reprise des hostilités. Le Israël Hayom est le précis ce matin. Il annonce, après le prolongement du cessez-le-feu en Israël, on se prépare. Si les pourparlers devaient échouer, les Américains lanceraient une courte mais puissante offensive contre l'Iran. Et pour illustrer, Hayom nous montre ce matin une photo d'un cargo iranien que les Américains ont tenté d'intimider. Et puis en page 2, Ariel Kahana et Bar Shefer nous livrent leur estimation. Oui, ils expliquent que seulement si les Iraniens acceptent d'assouplir considérablement leur position actuelle, cette offensive sera annulée. Dani Zaken explique que les Chinois tentent justement de persuader Téhéran de s'assouplir, et encore une précision, en dépit des propos répétés par Donald Trump ces dernières semaines, 60% de la marine militaire des gardiens de la révolution iranienne existerait toujours. Et en première page du Yediot Aharonot, on parle aussi d'estimation de la situation. Oui, et l'on reconnaît que l'on est probablement à la veille d'une reprise des hostilités. En attendant, le Yediot Aharonot annonce Trump a prolongé le cessez-le-feu à la demande des Pakistanais et a renvoyé la balle dans le camp des Iraniens. Et puis les sites d'information israéliens annoncent la prochaine arrivée dans la région d'un 3e porte-avions américain, le George Bush, ce qui prouve que le président américain n'aurait pas donc renoncé à l'option militaire, même si pour l'instant il préfère la carte diplomatique.
Ron Benishaï, lui, dans le Yediot Aharonot, détaille les 4 scénarios possibles dans l'actuelle confrontation. Oui, premier cas de figure selon Ron Benishaï. Les Iraniens reprennent les hostilités en utilisant leurs missiles balistiques et leurs drones offensifs pour frapper. Et leur cible serait alors en particulier les installations pétrolifères dans les pays sunnites du Golfe Persique. Second cas de figure, utiliser pour les Iraniens les proxys encore en état de le faire. Par exemple, forcer les Houthis à fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Et troisième scénario, reprendre malgré tout les négociations alors que les Américains poursuivent leur blocus. Un blocus qui coûte aux Iraniens près de 500 millions de dollars par jour. Quatrième scénario selon Ron Benishaï, le maintien de la situation actuelle avec l'espoir que le temps obligera Donald Trump à céder en premier. Et justement, dans son édito dans le Israël Hayom, Dani Sitrinovitz affirme que dans ce dossier iranien, les deux parties, l'Iran et les États-Unis, sont persuadés que le temps joue en leur faveur. Oui, les Américains sont convaincus qu'en augmentant la pression, les Iraniens céderont, tandis que les Iraniens croient fermement leur capacité de résister ou d'encaisser les attaques américaines et que celle-là sera finalement payante. Dans les deux cas, ils se trompent et cette erreur d'appréciation risque de nous conduire vers une nouvelle escalade de la violence, affirme Sitrinovitch. Et le Maariv, de son côté, affirme qu'aux États-Unis, on estime que l'Iran dispose de bien plus de moyens militaires qu'on ne le pensait avec le cessez-le-feu. Oui, selon le Pentagone, les Iraniens auraient conservé 50% de leur capacité en termes de missiles balistiques et, comme je vous le disais, 60% des capacités de leur marine. Les services du Pentagone affirment que l'Iran a été durement touché, mais pas suffisamment pour capituler. À noter que la porte-parole de la Maison-Blanche a démenti hier ces informations. Et ce matin, les quotidiens israéliens annoncent que c'est aujourd'hui que se tiendra donc à Washington ce second cycle de pourparlers entre Israël et le Liban. Oui, et le général Gershon Cohen suggère dans son éditorial dans le Israël Hayom de profiter du cessez-le-feu actuel au Liban pour améliorer la situation d'Israël. Selon lui, les objectifs de la confrontation avec le Hezbollah ont été déjà atteints. Tsahal occupe la zone de sécurité entre la frontière israélo-libanaise et le fleuve Litani. Et pendant les 7 derniers jours du cessez-le-feu, les forces de Tsahal continuent à nettoyer la zone de ces nids terroristes. Il s'agit là de l'une des leçons de la guerre d'indépendance, affirme le général Gershon Cohen. Quant à Shahar Kleinman, il nous explique que le Hezbollah dispose encore de quelques milliers de terroristes et cela explique les appréhensions du gouvernement libanais qui redoute une confrontation interne ou même une guerre civile. Et puis, toujours à propos du Liban, le Yediot Aharonot affirme que la situation actuelle place Tsahal dans une situation délicate. Oui, il y a beaucoup de situations effectivement ce matin. D'un côté, le Hezbollah poursuit ses attaques. De l'autre, les Israéliens évitent de tirer au nord du Litani. Quant aux Américains, ils exercent des pressions pour qu'Israël et le Liban parviennent rapidement à un accord de non-belligérance, voire même un accord de paix. Et en marge du dossier libanais, le Yediot Aharonot souligne en évidence ce matin un point important. Le soldat israélien qui a détruit une statue de Jésus au sud Liban a été jugé, condamné et il va purger une peine de prison militaire de 30 jours. Le soldat qui a filmé la scène a écopé de la même peine. Le titre majeur du site N12 ce matin est préoccupant, il se rapporte à la bande de Gaza. Oui, selon les services de renseignement militaires israéliens, le Hamas profite actuellement du cessez-le-feu pour se renforcer. Le document des renseignements militaires stipule que le Hamas profite du fait que l'attention du monde est actuellement focalisée sur l'Iran et le Liban pour se consolider et consolider sa présence et son autorité dans la partie qu'il contrôle de la bande de Gaza. Il opère actuellement un recrutement de plusieurs milliers de terroristes et prend systématiquement le contrôle de la marchandise qui est introduite dans la bande de Gaza dans le cadre de l'aide humanitaire. Les experts affirment que sans le désarmement du mouvement terroriste, on risque de revenir à une situation semblable à celle du 6 octobre. Et puis, ce matin, toujours à propos de Gaza, Daniel, le Israël Hayom révèle que Tsahal projette de créer une nouvelle brigade dont l'expertise sera focalisée justement sur la bande de Gaza. Cette brigade aura pour mission de se déployer dans le centre de la bande de Gaza. C'est la partie de la bande de Gaza qui a été le moins touchée durant la guerre. L'objectif est de prendre un contrôle plus solide des camps de réfugiés palestiniens du centre qui ont été ceux où de très nombreux otages ont été cachés pendant les 2 dernières années. La grande interrogation, c'est d'où proviendront ces soldats de cette brigade alors que Tsahal, vous le savez, est confronté à une pénurie de main-d'œuvre.
Et puis enfin, ce matin, dans la première page du Yediot Aharonot, l'une des photos les plus émouvantes des festivités du Yom HaAtzmaut. Oui, il s'agit de la photo d'Ari Spitz, l'un des soldats les plus grièvement blessés durant la guerre, qui a allumé mardi soir sur le mont Herzl l'un des 12 flambeaux en l'honneur des 12 tribus d'Israël. Ari Spitz, qui a perdu au combat ses 2 jambes et un bras, a ému tout un pays en rendant hommage à ses compagnons tombés au combat, aux nombreux soldats amputés de cette guerre et à ses compagnons des yeshivot Esder qui associent l'étude de la Torah à un service militaire, souvent dans des unités combattantes de Tzahal. Le monde ne tourne plus rond. Je ne sais pas combien de fois je me suis fait cette réflexion depuis le 7 octobre 2023 et je me la fais encore plus depuis la dernière guerre contre l'Iran. Qu'ils se défendent face au Hamas, au Hezbollah, au Houthi ou à la République islamique, Israël a toujours tort. Aux yeux du monde, l'agresseur, c'est forcément lui. Concernant l'Iran, on aurait pourtant pu espérer une forme de semi-consensus, surtout après le dernier massacre commis par le régime contre sa population. Mais non. Les Iraniens de diaspora ont eu beau se succéder sur les plateaux télé pour hurler la détresse de leur pays et dire combien les frappes israélo-américaines leur redonnaient foi en l'avenir, rien n'y a fait. Il faut taper encore et toujours sur Israël, et si en plus on a les États-Unis de Trump dans la partie, on va même redoubler l'ardeur. Tout au long de l'opération militaire israélo-américaine, on a entendu en France et ailleurs des journalistes, analystes et autres experts reprendre peu ou prou la rhétorique de la République islamique. Israël et les États-Unis, les 2 ennemis du monde. Pourquoi est-il si difficile de comprendre qu'un pays minuscule comme Israël, ciblé depuis des décennies par des milices terroristes armées par l'Iran et qui a connu le 7 octobre un massacre à visée génocidaire, veuille changer la donne sécuritaire une fois pour toutes? On parle là d'une question de survie, et n'importe quel État en aurait fait de même. Or, pour modifier les choses durablement, on l'a dit 100 fois, il ne suffit pas de mettre hors d'état de nuire les tentacules que sont le Hamas ou le Hezbollah. Il faut aussi couper la tête, c'est-à-dire l'Iran des mollahs. D'autant que lui voit les choses en beaucoup plus grand. Puisque les roquettes et autres missiles ne semblent pas suffire pour détruire Israël, il lui concocte une bombe atomique. Rien que ça. Couper la tête de la pieuvre, c'est donc ce que l'opération militaire menée entre février et avril s'est employée à faire. Et si la tâche est loin d'être terminée, elle est au moins bien entamée. Contrairement à ce que répète Emmanuel Macron lorsqu'il dit que cette guerre n'est pas la nôtre, sous-entendu celle de la France, de l'Europe ou de l'Occident au sens large, il se trouve que si, ce conflit concerne tout le monde libre. C'est juste qu'on a décidé de faire semblant de ne pas le comprendre pour s'acheter une tranquillité. Depuis son avènement il y a presque 50 ans, la République islamique est non seulement en guerre contre son propre peuple dès lors qu'il n'obéit plus aux principes de l'islam le plus rigoriste, mais aussi en guerre contre la civilisation judéo-chrétienne dont Israël et les États-Unis sont les porte-étendards. On ne compte plus les attaques et autres attentats sanglants perpétrés par l'Iran des mollahs sur tous les continents au nom de cette idéologie. Rafraîchissons un peu la mémoire d'Emmanuel Macron et de ceux qui pensent que le monde se portait beaucoup mieux avant les opérations militaires israélo-américaines. Avec une dédicace spéciale au général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major au sein des forces de l'OTAN, qui a déclaré sur LCI qu'avant cette guerre, je le cite, « tout allait bien au Moyen-Orient ». 1979, 52 Américains pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. 1983, 241 soldats américains et 58 soldats français tués dans des attaques à la bombe du Hezbollah à Beyrouth. La même année, 63 morts dans une attaque à la bombe à l'ambassade américaine de Beyrouth. 85-86 vagues d'attentats à Paris par des réseaux iraniens proches du Hezbollah. 92, 29 morts à l'ambassade d'Israël en Argentine dans une attaque du Hezbollah. 94, 85 morts au centre communautaire juif de l'Amia en Argentine, 1996, 19 soldats américains tués en Arabie Saoudite par des groupes pro-iraniens, et en 2012, 6 morts en Bulgarie dans un attentat du Hezbollah. Il y a eu encore bien d'autres soldats américains tués au fil des ans dans des bases américaines du Moyen-Orient, sans compter l'implication de l'Iran et du Hezbollah dans le massacre de dizaines de milliers de civils en Syrie, les civils israéliens tués dans des attentats ou par des tirs de missiles, et bien sûr le point d'orgue du 7 octobre, plus grand massacre de juifs depuis la Shoah. On ne parle même plus des citoyens occidentaux de toutes origines ayant eu la mauvaise idée d'aller faire du tourisme en Iran et qui se sont retrouvés otages des mollahs au prétexte fallacieux d'espionnage, juste pour monnayer leur libération. À part ça, comme l'a dit le général Yakovlev, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Passe encore donc que des milliers de gens aient été assassinés à travers le monde par l'Iran et ses affidés. Là où les Français et les Européens se fâchent vraiment, là où ils se sentent concernés, c'est quand on touche à leur portefeuille.
Que les États-Unis et Israël fassent donc la justice dans leur coin, mais il ne faut surtout pas que le prix du plein d'essence soit impacté. Il y a des limites à tout. S'il faut donc parler au portefeuille, puisque c'est le seul langage que beaucoup comprennent, rappelons aussi que les drones iraniens Shahed, bon marché, destructeurs à souhait et fournis en abondance à la Russie, alimentent généreusement le front contre l'Ukraine depuis 4 ans. L'Ukraine, dont la défense est elle-même financée par les contribuables européens. Tout de suite, on se sent beaucoup plus concerné. Contrairement aux inepties entendues dans les médias internationaux, Israël n'a aucune volonté hégémonique au Moyen-Orient. Il ne vise aucunement à conquérir la région comme je l'ai entendu. Il vise, excusez-le pour ça, à survivre, tout simplement. C'est un fait, l'Europe et l'Occident en général sont comme incapables de comprendre ce qui se joue au Moyen-Orient, car prisonniers de ce postulat d'après-Seconde Guerre mondiale. Le monde, dans sa grande majorité, aspire à la paix et il suffit de dialoguer pour finalement trouver un terrain d'entente. C'est ignorer la réalité du totalitarisme incarné par l'islamisme radical qui gangrène entre autres le Moyen-Orient et dont Israël, anomalie juive sur la carte de la région, est la cible privilégiée. C'est ignorer la réalité de cet islamisme qui ne comprend que le langage de la force. La France, l'Europe et d'autres pays du monde l'ont pourtant compris à leurs dépens lorsqu'ils se sont résolus à abandonner la colombe de la paix pour aller frapper l'État islamique. Les attentats perpétrés par Daesh avaient fait près de 600 morts en Europe. Trop, c'en était trop. Peu importait alors aux forces armées engagées dans la bataille les milliers de victimes civiles collatérales faites en Irak et en Syrie ou les violations de souveraineté reprochées. La légitime défense était invoquée. C'est aujourd'hui cette même légitime défense, rien de plus, qu'invoque Israël. Sauf que sa jauge de tolérance est infiniment plus élevée que celle de l'Europe. Il lui aura fallu des décennies d'attentats en tout genre qui ont fait des milliers de morts sur son territoire et au-delà, des dizaines de milliers de roquettes et de missiles tirés contre lui et des attaques répétées contre ses intérêts à travers le monde pour qu'il se décide à éradiquer l'ennemi. Et il ne fait aucun doute que le monde s'en portera beaucoup mieux.